Bienvenue à toutes et à tous, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, notamment Guillaume et d'autres personnes, j'imagine ensuite. Bienvenue pour cette quatrième conférence de la série des mercredis utiles, qui est en fait une série de conférences basées sur des thématiques d'orientation, de césure et de compétences qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis Romain Demerier. Je suis le président de Parenthèses Utiles, qui est une école d'orientation et de réorientation pour des étudiants qui sont en quête de sens et de projet. Je suis ravi de passer ce début de soirée avec vous, avec vous qui nous suivez en distanciel, et puis avec nos intervenants qui sont là aussi. Guillaume va nous rejoindre, mais pour le moment, on a Florian, Thomas et Laura qui sont avec nous. Voilà, et donc ils vont tenter de répondre aux questions que vous posez par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Un simple petit rappel par rapport aux mercredis utiles qui ont eu lieu la semaine dernière. Le 26 mai, le premier mercredi, on s'était interrogé en se demandant comment un jeune de 18 ans peut trouver sa voie à 18 ans, donc en 2021, en revenant sur les grandes étapes par lesquelles un jeune doit passer pour pour construire plutôt son projet d'orientation dans un monde plein d'incertitudes, de transition au niveau des métiers, etc. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube pour visionner la conférence qui dure à peu près 1 heure. Le mercredi suivant, c'était interrogé, donc en se mettant à la place plus de parents cette fois-ci, en se demandant ma fille ou mon fils ne sait pas quoi faire plus tard, est-ce que ce serait pas justement l'opportunité de faire une année de césure? Donc on était revenu un petit peu sur cette culture scandinave et anglophone qui est beaucoup moins présente en France. On était revenu également sur le dispositif législatif césure et également donc sur toutes les possibilités de césure qui s'offrent aux jeunes qui souhaiteraient faire une pause entre le lycée et les études supérieures ou pendant des études. La semaine dernière, on avait prolongé cette discussion en se demandant justement si ces césures dans le parcours des jeunes sont appréciées de la part des recruteurs ou des jurys de formation, ou si elles sont davantage perçues comme des trous dans le CV. On était revenu un petit peu sur ça, et effectivement, la réponse était plus que oui. C'était des périodes qui étaient très appréciées de la part des jurys et des recruteurs, à condition qu'elles soient valorisées. Et la question, c'était comment valoriser tout ça dans ces outils de candidature et dans ces dossiers. Donc voilà, et aujourd'hui, on va essayer de traiter d'un autre sujet, non moins important, qui, à mon sens, participe grandement au processus d'orientation, participe également à la réussite, participe bien entendu à l'épanouissement des jeunes et participe évidemment à l'insertion professionnelle de ces derniers, que sont donc les items qu'on va traiter aujourd'hui sur les compétences, les talents et la confiance en soi. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc, pour répondre à cette question, justement, compétences et talents, ces jeunes ont plus de ressources qu'ils ne le pensent. On a aujourd'hui la chance d'avoir 4 intervenants, Florian qui va se présenter, Guillaume qui va nous rejoindre dans 5-10 minutes, je pense, et puis 2 étudiants, donc Thomas et Laura, que je vais donc laisser se présenter, puisque ils vont mieux se présenter que moi je ne vais les présenter. Florian, je te laisse la parole, et puis ensuite Thomas et Laura. Oui, bonsoir à tous. Florian Rigaud, moi je suis directeur fondateur d'une association qui s'appelle Poursuivre, qui a pour objet de lutter contre le décrochage scolaire. Et on a plusieurs actions à la fois du collectif et de l'individuel, où on travaille avec des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Principalement autour de la région lyonnaise, avec aussi des actions sur Clermont-Ferrand, sur le pays de Gex et puis Grenoble. Voilà. Je suis également formateur et j'interviens auprès des éducateurs, des animateurs qui encadrent les enfants. Voilà. Laura ou Thomas, comme vous voulez. Thomas, vas-y si tu veux. Comme tu veux, hein, c'est pas un souci. Oui, vas-y, comme ça, je règle ma caméra en attendant. Du coup, moi, ok. Pour ma part, je m'appelle donc Thomas Sanlaville. Ce semestre-là, à partir de janvier, j'ai décidé donc de rentrer en semestre de césure avec l'école Parenthèses Utiles. Donc, j'ai passé 4-5 mois avec l'équipe. J'ai pu travailler, faire un peu la première expérience, si j'ai bien compris. Donc, c'était la première fois que ça existait. Donc là, je viens parler pour parler un peu de mon expérience et de mon parcours aussi. Qu'il fallait que je développe un peu plus mon parcours, je ne sais pas du tout exactement
peut-être que tu fais à partir de la rentrée? À partir de la rentrée? Ok. Du coup, en rentrée 2020, j'avais commencé une deuxième année de faculté de mathématiques. Et avec le deuxième confinement qui a eu lieu en début novembre, j'ai eu beaucoup de mal à suivre et j'ai décidé d'arrêter la faculté. Et je me suis retrouvé du coup dans une période un peu sans savoir vraiment ce que je souhaitais faire. Et donc j'ai trouvé cette école. Et donc c'est comme ça qu'en janvier, j'ai voulu rentrer dans cette école-là. Et maintenant, j'ai changé un peu de rythme. J'ai plus envie de faire de la science, donc des mathématiques, et plus je vais m'orienter vers une licence professionnelle en coordinateur de projet. D'accord. Donc bonjour, moi je m'appelle Laura Vigne, je suis en première année de BTS GPME. Donc c'est tout ce qui est dans la gestion des entreprises. Et j'ai un prof de management qui s'appelle Monsieur Laravoire. Et qui va nous rejoindre, je pense, Oui. dans 5 minutes. Il a un petit peu de retard. Merci Laura. Du coup, Florian, pour démarrer, avant que Guillaume arrive, j'ai une question un petit peu large pour toi en introduction. Toi, c'est quoi ton constat quand on parle en fait des compétences, enfin des capacités plutôt et de la confiance des jeunes d'aujourd'hui? Toi, en tant qu'accompagnateur, enfin en tant que formateur et en tant qu'accompagnateur, quel est ton constat par rapport à ça? Oui, bon, moi j'ai la chance, vu mon âge, d'avoir vu passer plusieurs générations de jeunes. Et les constats que je peux faire aujourd'hui, c'est que la jeunesse, c'est vraiment un accès au monde, à l'information, par les réseaux sociaux, par Internet évidemment, mais un peu plus que ça, sur une certaine conscience qui était peut-être moins présente il y a quelques années. C'est une génération qui combine à la fois des valeurs et de l'information, de la connaissance. Et c'est une génération, alors on la prénomme la génération Z maintenant, qui a besoin de comprendre et qui a besoin de comprendre avant d'apprendre même. Vis-à-vis de la confiance, par contre, c'est des jeunes qui ont. Enfin, c'est compliqué d'avoir confiance en ce moment, vu les caractères anxiogènes de la société au niveau mondial, même au niveau de l'emploi. Il y a plein de sujets qui peuvent être très anxiogènes, sans parler de la pandémie. Et donc, c'est des jeunes qui ont plutôt tendance à avoir un déficit de confiance en eux, de confiance en l'avenir, et qui aussi ont une certaine facilité à reconnaître leurs erreurs, mais qui demandent aussi la même chose des générations antérieures. Et les générations antérieures, on a un petit peu plus de mal à les reconnaître, nos erreurs. Donc, c'est aussi sur ce rapport horizontal qu'ils ont besoin d'établir un rapport avec les adultes. Par rapport à l'horizontalité, c'est super intéressant ce que tu dis, puisque je pense que Laura et Guillaume nous en parleront tout à l'heure sur justement des méthodes de classe inversée, des méthodes qui sont assez différenciantes par rapport à ce qui se fait traditionnellement en fait dans l'éducation nationale. Mais du coup, par rapport à ton association donc, qui s'appelle Poursuivre, donc qui intervient en prévention de situations de décrochage scolaire, est-ce que selon toi, le manque d'estime que peuvent avoir certains jeunes par rapport à leurs compétences et plus globalement le manque de confiance en soi peut jouer dans ces situations de décrochage? Alors, oui, évidemment, oui. C'est des choses. Nous, en fait, il y a plusieurs temps du décrochage scolaire. On peut intervenir soit en remédiation, une fois que c'est déjà fait, soit en intervention au moment où ça se passe. Et puis, moi, j'ai travaillé sur ces différents domaines dans des expériences professionnelles passées. Mais ce qu'on voit, ce qui est le plus efficace, et notamment ceux qui sont en pointe sur le décrochage scolaire aujourd'hui, sont les Québécois. C'est qu'il faut agir en prévention avant, et pour justement construire une forte estime de soi qui nous permette de nous adapter, de faire face aux changements. Et dans les changements, il y a évidemment les ruptures dans la scolarité qui jouent un rôle essentiel.
grande section de maternelle CP, CM2 6e, 3e seconde, et puis l'arrivée à la fac également, où on sait qu'il y a plus de 40%, je crois, de gens qui ne vont pas au-delà du mois de décembre. Donc, cette adaptation, cette capacité à répondre aux nouveaux contrats didactiques, c'est-à-dire ce qu'on attend d'eux, qui peut être difficile. Donc, nous, on s'attache à faire en sorte que ces jeunes soient plus confiance en eux, soient plus capables de s'adapter au changement. Ok, et donc effectivement, par rapport aux chiffres, ça dépend si on entend taux d'échec en première année de licence, donc à l'université, ou plus globalement en première année d'études supérieures, mais à ce niveau-là, il y a peu de chiffres qui englobent par exemple les universités, les BTS, les BUT, mais en tout cas à l'université, on est sur un taux d'échec national de 57%, et un taux d'échec au niveau plus local à Lyon de 50%. Donc effectivement, ça peut s'expliquer au niveau du décrochage, qui est un décrochage différent de ce qu'on entend traditionnellement, qui est un décrochage d'études supérieures, qui est lié à deux facteurs explicatifs, puisque sur ces 50%, par exemple, à Lyon, on est sur du 25-25. 25 par rapport à une erreur d'orientation, donc des jeunes qui arrivent à l'université et qui arrêtent parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés d'orientation, et les 25% restants à cause d'un manque de prérequis, d'un manque de connaissances qui vont les mettre en difficulté au niveau académique, en fait. Hein. Donc voilà, et c'est un décrochage qui est quand même différent de ce qu'on entend par rapport à un public de mission locale, en tout cas, par exemple. Du coup, ce que tu nous as expliqué sur le fait d'agir en prévention, c'est super intéressant, mais on a envie de savoir comment. Donc, au niveau des objectifs de poursuivre, donc vous dites que vous souhaitez développer les savoirs vivants, les compétences psychosociales dont on parle beaucoup aujourd'hui, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ces notions et comment vous vous y prenez, justement? Bon, il faudrait beaucoup de temps et des gens beaucoup plus compétents que moi pour faire une conférence sur chacun de ces domaines. Mais quelques notions quand même sur ces notions-là de savoir vivant. Tout d'abord, en fait, c'est en opposition au savoir mort, les savoirs vivants. Et pour illustrer un petit peu ça, en plus, Thomas qui fait des mathématiques, ça va peut-être lui parler. J'ai beaucoup travaillé dans les collèges et je leur demandais à quoi ça servait les mathématiques en troisième et ils me disaient que ça servait juste à pouvoir passer en seconde, en fait. Ils ne le reliaient pas du tout à quelque chose de pratique en lien avec leur réalité à eux. C'est vraiment cette dimension-là qui peut manquer à pas mal de jeunes qui, petit à petit, décrochent. Il y a Valérie Melin qui appelle ça des désaffiliations, se désaffilient avec la matière, avec les adultes, etc. Et tout l'intérêt, c'est de proposer des savoirs vivants. Et pour prendre des exemples connus sur les mathématiques, c'est expliquer Thalès avec les pyramides, avec la mesure d'un bâtiment. Enfin voilà, rendre des choses vraiment très concrètes pour les jeunes et que ça ne soit pas complètement déconnecté de leur réalité. Oui, c'est éviter que ça soit une utilité scolaire, les apprentissages, et pour lesquels seuls ceux qui ont les codes permettraient de comprendre que ça va leur servir plus tard à autre chose. Là, on revient sur des notions développées notamment par Bourdieu, sur les héritiers, sur l'habitus, etc. Mais c'est vraiment à ce niveau-là, le savoir vivant, développer des choses qui permettent de se saisir de la réalité, c'est vraiment des savoirs émancipateurs, en fait, ces savoirs vivants. Donc, voilà pour les savoirs vivants. Pour les compétences psychosociales, c'est assez récent. Par exemple, la définition de l'OMS, elle date de 1993, et c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Et en fait, elle en identifie 10 qui marchent par paire. Donc, c'est savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée critique, avoir une pensée créatrice,
savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir confiance en soi, avoir l'empathie pour les autres, savoir gérer son stress et savoir gérer ses émotions. Donc, on voit qu'on n'est pas sur des savoirs de grammaire ou scientifiques, c'est vraiment plutôt sur des savoir-être, des savoir-faire que situent ces compétences psychosociales qui sont de plus en plus demandées par les recruteurs, recherchées. On les voit aussi apparaître sous les noms des soft skills actuellement. Donc, c'est vraiment à tous ces niveaux-là qu'il y a des choses qui peuvent être développées en complément de l'école, à côté de l'école. Enfin, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est un peu ce que nous, ça nous sert d'évaluation, ça nous sert aussi pour expliquer vraiment comment on fait. C'est vraiment le concept qu'on manie le plus. Ça a été créé par un Québécois, un psychologue, Albert Bandura. Et en fait, ça permet de mesurer une forme de confiance en soi qui est déterminée par 4 facteurs. Le premier facteur, c'est l'expérience, c'est-à-dire est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai échoué à certaines choses. Et en ça, du coup, ça fait une partie de mon sentiment d'efficacité personnelle. La deuxième, c'est l'observation d'autrui. Si autour de moi, j'ai des personnes qui sont assez similaires à moi, bonjour Guillaume, et qui réussissent ou qui ne réussissent pas justement autour de moi. Ensuite, il y a la persuasion sociale, c'est est-ce que je suis encouragé ou découragé? Est-ce qu'autour de moi, on me dit que je vais être capable de réussir ou au contraire, on me dit que n'importe comment, j'y arriverai jamais? Et ça, que ça soit mes copains, mes profs, mes parents, mes grands-parents, mon frère, etc., etc. Et enfin, c'est le quatrième, c'est les facteurs psychologiques et émotifs. C'est la façon dont on peut avoir de gérer ses émotions. Et là, on voit qu'il y a le grand oral et les épreuves de philo demain. Et malgré le fait qu'on est hyper bien révisé, si on ne gère pas son stress, du coup, on peut être en difficulté sur une épreuve, sur un entretien d'embauche, etc., etc. Donc, c'est aussi ce quatrième facteur qui est très important. Donc, voilà un peu pour expliquer, nous, comment on fonctionne, les différents items qu'on utilise et en essayant, pour le coup, d'orchestrer ça avec des rapports de pair à pair, qui est un de nos autres totems, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que ce soit des enfants qui expliquent à des enfants, des jeunes qui expliquent à des jeunes, parce que justement, en termes de vécu, d'expérience, si moi j'arrive avec mes 49 ans, ça ne sera pas du tout perçu de la même façon. Et encore, je serais peut-être mieux perçu que si c'était papa, maman ou le prof habituel si j'arrive de l'extérieur. Donc, on essaye vraiment d'installer ce rapport de pair à pair dans toutes nos actions. Ok, merci Florian, c'est super intéressant. Bonsoir à Guillaume qui vient d'arriver. Guillaume, si tu veux, viens, on fera tout d'une traite, tu te présenteras et tu pourras répondre à la première question. Mais je vais simplement faire un trait d'union en fait avec ce que vient de dire Florian et qui me semble intéressant. Déjà revenir sur cette notion de compétences psychosociales qu'on appelle, comme tu l'as dit Florian, plus communément soft skills. Et donc effectivement, sur lesquels on peut en fait appuyer des référentiels. Je pense à l'association Article 1 qui a développé un référentiel de soft skills pour pas aller dans tous les sens, et justement pour que ces référentiels soient reconnus. Cette association Article 1 elle a développé une plateforme qui s'appelle Job Ready, et donc qui permet en fait aux jeunes de renseigner toutes leurs expériences, donc leurs expériences académiques, donc à l'école, les expériences professionnelles qu'ils ont pu avoir, et puis également les expériences extra-professionnelles sur lesquelles on reviendra après. Et donc, qui permet de renseigner ces expériences et ensuite de discuter avec un chatbot qui va permettre en fait de déceler les soft skills que peuvent avoir les jeunes, puisqu'on le verra plus tard.
les jeunes arrivent à expliquer leurs expériences, arrivent à expliquer leur parcours, mais n'arrivent pas à associer les compétences qu'il peut y avoir derrière. Donc ça, c'est la première des choses sur les soft skills. La deuxième des choses qui est, à mon sens, primordiale, tu parles de savoir vivant, c'est en fait tout simplement, pour cette génération Z, de donner du sens aux apprentissages, de faire en sorte que les disciplines soient reliées à ce qui se passe dans la vie réelle, et surtout, comme le dit donc, le sociologue Edgar Morin, d'avoir une pensée complexe, de ne pas faire en sorte qu'en fait le français, les mathématiques et l'informatique soient des disciplines qui soient sclérosées. Et au contraire, en fait, de proposer de la transdisciplinarité, de proposer des liens entre les disciplines. Donc en tout cas, à l'école parenthèse utile, nous, la pédagogie, elle s'inscrit vraiment dans une transdisciplinarité, c'est-à-dire une vraie connexion entre les disciplines, pour aider les jeunes en fait à penser le monde complexe dans lequel ils vivent. Donc cette connexion, elle peut avoir lieu par exemple entre de la gestion de projet, elle peut avoir lieu avec de la communication, de l'économie, du droit, de l'informatique. Et donc cette connexion, elle opère lorsqu'on met les jeunes en mode projet. Et donc, c'est ce qu'on propose à Parenthèse Utile, c'est donc que les jeunes se mettent par groupe de 4 ou 5, travaillent sur la création d'un projet associatif ou entrepreneurial et puissent utiliser tout au long de leur parcours des références théoriques ou des références méthodologiques pour mener à bien leur projet entrepreneurial. Ils utilisent même le théâtre d'ailleurs pour les questions de présentation orale, de pitch, etc. Donc, on voit vraiment que toutes les disciplines sont utilisées pour mener à bien des projets, comme ils pourraient mener à bien des projets dans leur vie future. Donc, voilà pour cette présentation. Thomas, du coup, c'est à toi que je vais poser la question pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience de projet entrepreneurial, de transdisciplinarité, nous expliquer quel projet vous avez mis en place avec ton groupe et enfin, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est en quoi cette démarche pédagogique t'a permis, toi, de développer des compétences, voire de la confiance en toi. Alors, je reviendrai sur les questions si tu les as oubliées, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais déjà que tu puisses nous parler voilà, du projet entrepreneurial que vous avez monté, comment vous avez utilisé les disciplines déjà. Très bien. Alors, du coup, on devait monter un projet. Donc, on avait un cours de gestion de projet. Donc, déjà, on a appris une nouvelle matière. Et durant donc, cet apport théorique, on a dû mettre ça en pratique. Et donc, on a dû créer une association qui s'appelle aujourd'hui Symbiomini, et qui a pour but donc de sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans à des questions de vivre ensemble pour réduire vraiment le harcèlement et plus tard la discrimination. Car on s'est rendu compte que, donc on a parlé ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de harcèlement déjà à l'école et qu'aussi il existait beaucoup de discrimination après à l'emploi, au job ou pour trouver un appartement. Et on se disait, en fait, ces personnes-là, des fois, ne savent même pas qu'ils font de la discrimination. Et c'était important de aller vers les enfants pour leur dire que ces choses-là existent, pour que plus tard ils puissent s'en souvenir. Car on s'est dit aussi que arriver vers un adulte qui est déjà formé et de lui dire que c'est qu'il y a un autre monde, juste comme ça, c'est plus compliqué qu'un enfant qui est en train de se construire. Du coup, c'est notre projet qui a été mis. Donc, on a fait une assemblée générale constructive. Donc, l'association a été certifiée par la loi 1901. Si je me souviens bien, ça s'appelle comme ça. Et donc, voilà, on est reconnu par la préfecture. Donc, on a été un groupe de 6 à la base, puis 5. Donc, on a eu quelques complications. Donc, ça a été une expérience très riche. Parce que, voilà, déjà, par ce biais-là, il y a une personne qui a dû être retirée durant le groupe, durant le projet. Donc, ça a été quelque chose de très fort. Donc, prendre ça en recul, arriver à faire des réunions ensemble et se mettre d'accord sur cet avis-là. Ensuite, ensemble, on a pu créer aussi beaucoup de liens. Parce qu'on a eu des fois des problèmes, pas souvent les solutions. Et donc, on a dû se mettre ensemble, trouver des solutions, comment faire. On se pose, on prend du recul sur les choses, qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on le fait. Et donc, personnellement, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, comme vous disiez, les soft skills, je pense en avoir en tout cas appris beaucoup. Donc, pour ma part, j'ai été le président de l'association. Donc, c'est moi qui ai souvent dirigé un peu les réunions, les choses comme ça. Donc, je pense avoir appris beaucoup en leadership, un peu, qui avant... pas vraiment, j'avais pas l'habitude un peu de gérer un groupe et ça m'a beaucoup plu. Aussi, j'ai appris à être aussi un peu pédagogue, quelquefois arriver à parler à certains pour leur réexpliquer certaines choses qu'ils n'avaient pas compris. Donc j'étais aussi un peu comprendre ce qui se passait, donc j'ai appris ça. Et puis aussi ce que vous disiez, donc pour la confiance en soi, personnellement c'est hyper gratifiant, c'est bien le bon mot, gratifiant de se dire ouais, on a réussi, on est 5. On a réussi à monter une association, c'est quand même assez fou. Si on me l'avait dit il y a 6 mois que je montrais une association
à un groupe de 5 de gens de mon âge, sans grand, entre guillemets, adulte qui s'y connaît beaucoup plus, j'aurais pas vraiment cru. C'est vraiment quelque chose qui, personnellement, est très fort et je pense que c'est quelque chose que j'essaie de valoriser au mieux, en tout cas lors de prochains entretiens que je fais, car je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable d'avoir réussi à faire ça, en tout cas, d'en être arrivé au bout. Est-ce que je me manque des questions Non, c'est très bien la synthèse que tu as fait. J'ai deux questions complémentaires. À ton avis, par rapport au programme pédagogique, de quelle discipline, de quelle matière vous vous êtes servi pour réaliser ce projet? Par rapport à ce qui se fait au lycée ou par rapport à parenthèse utile? Par rapport à parenthèse utile, par rapport au programme, de quelle matière vous vous êtes servi pour monter le projet? De quelle notion? Je pense directement, déjà, on avait le cours de gestion de projet, donc vraiment, c'était la base, donc toute l'apport théorique. C'est une matière qu'on n'a pas beaucoup fait. Ensuite, on s'est servi, je dirais beaucoup quand même, d'économie droit aussi, parce qu'on a une grosse partie droit, juridique, et puis l'économie, les business plans, les choses comme ça. Donc, on a aussi servi de ça. On s'est servi un peu, comme disait un peu Romain, du théâtre aussi tout à l'heure, parce que il fallait parler. À des moments, on a dû faire présenter notre projet, des choses comme ça. Donc, j'ai une personne, par exemple, dans notre groupe qui n'a pas du tout l'habitude, qui était très timide et qui n'a pas du tout l'habitude de parler en public. En tout cas, personnellement, j'ai vu une grande différence. Donc, je pense que le théâtre a aussi été quelque chose qui nous a beaucoup servi à tous. Je parle pas que cette personne-là, mais voilà, vraiment à tous. Je pense qu'on a eu une meilleure éloquence, on a pu se sentir plus à l'aise pour présenter notre projet. En informatique aussi, je sais qu'on a eu une personne qui a créé un site internet. Donc, on a des cours, ça s'appelle plus informatique, c'est outils numériques. Non, je ne sais plus le nom exact. Ils ont changé le nom. Mais en gros, les cours d'informatique, outils numériques, ouais. Et du coup, ça aussi, ça nous a servi car une personne a créé donc, le site de l'association. On a des cours de communication aussi, donc voilà. Bon, je suis un peu la listing, mais en gros, pratiquement toutes les matières ont servi pour créer ce projet. Ok. Et pour terminer, dernière question, en quoi ce projet entrepreneurial t'a permis d'y voir plus clair dans ton orientation, au-delà de la confiance en soi et des compétences? Alors, personnellement, déjà, pour moi, ça a été ma révélation vraiment, car je sors d'une filière très scientifique pour partir dans une licence pro en gestion de projet, donc en coordinateur de projet. Donc pour moi, ça a été vraiment une révélation, car en fait, je me suis dit, mais je me sens vachement à l'aise là-dedans. C'est pas des sciences. Et en fait, j'ai trouvé la logique que j'avais dans les sciences et le côté relationnel qui me manquait. Donc pour moi, c'est vraiment un gros apport, car je souhaite partir dans des formations et même mon métier de plus tard, sûrement, dans ce domaine-là. Donc je pense que c'est un gros apport pour ma part, en tout cas, pour mon parcours professionnel. Ok, merci pour ton témoignage, Thomas. Donc, comme on le voit, effectivement, il y a des liens entre poursuivre et parenthèse utile dans la mesure où on essaye de rendre, effectivement, comme Florian l'a dit, les savoirs vivants, de développer les compétences psychosociales des jeunes. Et ça va également faire le lien au niveau des pédagogies actives avec ce que propose Guillaume. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Et puis, en question d'introduction qu'on avait posée à Florian, nous parler peut-être de ton constat en matière de capacité et de confiance de cette génération Z. Je suis plus vieux que Florian, alors je suis plus lent que lui pour activer le son. Bonjour tout le monde. Laura, elle n'a pas parlé? Pas encore. On va lui laisser la parole après, ouais. Ok. En fait, comment je fais je sais pas. Non, en fait, j'essaye de surtout pas faire court et même si je suis arrivé en retard, je pense qu'on fait le même métier avec Florian. J'essaie de pas faire court et de créer une usine et qu'on bosse tous ensemble. Alors, c'est quoi ton métier à l'origine? Enfin, ton métier. J'étais DRH d'une entreprise. Et avant, j'ouvrais des magasins, pour pas citer le nom, chez Leroy Merlin en Espagne. Et quand je suis devenu prof il y a 5 ans, quand j'ai passé le concours, on m'a appris à faire des PowerPoint et à faire des cours magistraux. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc, j'ai été un délinquant dans la formation des profs. Et le délinquant, il est devenu prof. Et le délinquant, il s'est fait rencontrer par un inspecteur, parce qu'on vérifie toujours si les profs sont pas des tards. Et donc l'inspecteur qui m'a vu, il m'a dit surtout ne changez rien. Donc je sais pas ce que je faisais, hein. J'essayais de travailler comme au boulot. Et je lui dis comment ça, changez rien? Il me dit monsieur, vous faites de la classe inversée. Je dis ah bon, je sais pas ce que c'est. Et donc c'était il y a 5 ans, il m'a fait rentrer dans l'équipe des formateurs dans l'Académie de Lyon, et puis il m'a fait muter dans ma Savoie profonde. Et puis dès la 2e année, j'ai rencontré la fille là, qui est à l'écran, qui s'est fait toute belle aujourd'hui.
Et moi, c'est intéressant qu'il y ait Laura parce que je l'ai eu en seconde. Et donc, moi, je débutais, donc c'était ma deuxième année où j'étais prof, après mon année de stage, et je me rappelle de ses yeux et d'une autre de ses camarades qui est en cours, et je l'ai vue en seconde, où la fille, elle pourra en parler, de se dire, mais c'est qui lui? Comment il me parle? Parce que, en fait, quand on me posait des questions, je disais, je ne sais pas. Je sais pas. Et c'est vraiment ma posture de ne pas savoir. Aucune idée. Je tourne un peu les talons, j'essaye de. Je sais pas, ce que j'essaye, je bricole. Et donc, le premier inspecteur qui m'a vu m'a dit que j'étais un bricoleur et que j'étais un artisan. Et donc, je lui ai demandé comment il fallait prendre ça. Et évidemment, il m'a dit qu'il fallait très bien le prendre. Et depuis, je forme des profs stagiaires chaque année. Et j'essaye de faire changer les lignes. Et les inspecteurs, ils m'accompagnent là-dessus. Et je trouve que c'est super. Je trouve que l'éducation nationale est en mouvement. Alors, certes, c'est un mammouth. Mais le mammouth, il n'a pas encore les os. Donc, comment je fais? En fait, c'est, je sais pas, un peu d'humilité, de l'expérience, et puis faire confiance aux jeunes, hein, surtout qu'ils fassent des âneries. Et ça va dans ce que dit Thomas, hein, c'est trompez-vous, trompez-vous, trompez-vous. Et Laura, elle pourra vous dire, c'est eux qui montent des évaluations, c'est eux qui font des devoirs, ce qu'a dit Florian, les meilleurs, ils aident les plus mauvais, on a le droit de pas faire la même chose. Les meilleurs, ils font pas plus de travail que les autres, mais ils font autre chose. Moi, je remets pas. J'ai vécu à l'école que j'étais pas trop mauvais en maths. Tu avais fini tes exercices de maths et le prof, il te remettait un exo de maths. Moi, c'est bon, j'arrêtais je ralentissais. J'étais bon en maths, mais ça m'a jamais excité les maths. Et donc, recharger la mule pour recharger la mule, ça sert à rien. Et donc, Laura ou d'autres personnes, c'est des personnes, moi, je cherche pas la mule. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux aider, je peux faire ça, je peux faire ça. Et le jeune, quand il est engagé, qui sait pourquoi il bosse, ça fait sens avec ce que vous avez dit. Hein, quand le jeune, il sait pourquoi il avance pour lui, pour développer des compétences, quelles qu'elles soient. Toi, Thomas, tu as parlé de leadership. Laura, elle a plein de qualités. Elle est bien plus silencieuse que toi. Et c'est d'autres qualités complémentaires. Je n'ai pas dit le mais, et c'est ça qui est magique. Ouais. Et c'est une fille, pour une anecdote, elle est en train de péter les... Je vous terminerai la phrase, dans mon lycée où elle anime des réunions avec le proviseur pour qu'on ait une certification développement durable. Et depuis la seconde, elle nous parle du papier. Moi, en cours, elle me chope, monsieur, le papier, donnez-le-moi. Elle n'a pas peur. Alors, tiens, je lui donne mon papier, je fais gaffe, j'ai un petit casier où je range les papiers et ça va jusque-là. Et elle anime des réunions pour qu'on soit certifié développement durable. L'air de rien. Et elle ne fait pas de bruit. Donc bon, il y a plein de choses à raconter. Et Guillaume, du coup, moi j'ai eu la chance d'assister à l'un de tes cours qui, bon, comme on a pu le voir, sort clairement du cadre traditionnel de ce qui se pratique dans l'éducation nationale. Toi, par rapport à ton ancien parcours, ça a été quoi ton déclic en fait qui t'a amené à utiliser une pédagogie de classe inversée et cette inspiration par rapport à l'entreprise libérée? En fait, l'entreprise libérée, je lisais les bouquins d'Isaac Getz. Je les ai lus, ils sont sortis, ils ont été traduits en France en 2012. Donc moi, je les ai lus pendant que je bossais encore, et quand j'étais stagiaire, j'ai fait un mémoire sur l'école libérée. Et les deux championnes qui m'ont évalué pour mon mémoire m'ont dit que j'étais dogmatique, ça ne marcherait pas. Et je leur ai dit, vous êtes à la retraite. Alors, j'étais déjà inspecté par mon inspecteur. En fait, c'est les inspecteurs qui valident. Donc, l'équivalent de l'IUFM, l'école des profs, elle valide rien une fois que les inspecteurs ont dit que tout va bien. Donc, vu que les inspecteurs avaient dit que tout va bien, j'ai pu me permettre d'aller dire ce que je pensais à ces personnes-là en leur disant, mais vous avez peut-être 40 ans d'expérience. Moi, je suis débutant et je vais tenter quelque chose. Mais ne me dites pas que ça marche pas. Et c'est quoi l'école libérée? L'école libérée, c'est l'entreprise libérée. C'est faire confiance aux personnes. C'est ce qu'a dit Florian, c'est on essaye d'être à côté. Alors moi, j'essaie même d'être derrière. Je suis plutôt derrière. C'est faire sauter. Il y a quelqu'un qui est intéressant, qui est décédé, qui est Michel Serres. C'est que il l'a bien écrit dans un livre qui s'appelle La petite poussette. Il dit que les jeunes, petite poussette, parce que le pouce, là, je pense à Thomas, le jeune qui est reparti, mais Laura et Thomas, votre pouce, le téléphone, c'est le prolongement de votre pouce, petite poussette, et
Et lui, il a bien raconté quand tu arrives au collège, on fait des classes autobus. On est cul posé, bouche cousue. Et tu lèves 3 fois la main. De toute façon, si tu lèves 4 fois la main, tu ralentis le prof et il dit chute et il ne te répond pas parce qu'il va être en retard sur son cours. Si tu parles trop pour poser des questions et que tu as envie d'apprendre, tes camarades vont dire arrête, on va rater la pause, on va perdre la récréation. Donc, poser des questions, en fait, dès qu'on arrive au collège, c'est fini. Les profs qui sont géniaux, c'est l'école maternelle, où les gars, ils ont dans la même salle une bibliothèque, une salle de dessin, une salle de sport, une salle pour sortir pour aller faire pipi. C'est bon, ils ont 12 activités en même temps, comme dans une boîte. D'ailleurs, par rapport à l'anecdote des toilettes, tu pourrais nous la raconter sur l'école libérée, justement. Oui, c'est un jeune qui était en cours en début d'année. Donc, j'essaie d'expliquer comment je ne vais pas travailler. Et je ne sais jamais vraiment comment on va travailler. C'est les jeunes qui me font bouger le navire. Donc, j'essaie de donner le cadre. Je donne un cadre et dedans, les jeunes sont libres. Et ça n'a pas manqué, début d'année, comme souvent, monsieur, je peux aller aux toilettes. C'est bon. Et moi, je joue à la personne froide. Je dis, je ne comprends pas. J'ai du mal à m'exprimer. Tu vas quand même pas me demander pour aller aux toilettes. Quand tu travailles, tu ne vas pas demander au travail, tu ne vas pas demander à ton patron d'aller aux toilettes. Et donc, ce jeune-là, c'est un des jeunes merveilleux qui est comme Laura. Lui, il a passé son bac. Il a déjà passé son bac. Il bosse dans l'hôtellerie. Et ce jeune-là, lui, en cours, je fais lire des livres aux jeunes. Alors, il y en a qui les lisent pas, puis il y en a qui s'alimentent. Et ce jeune-là avait lu un des livres de Isaac Getz. Et il a contacté Isaac Getz tout seul en disant « Bonjour monsieur, j'ai lu un livre. » Donc le jeune m'avait contacté un peu sur LinkedIn pendant l'été en me disant « Mais en fait, je suis en train de comprendre tout ce que vous faites en cours. Parce que je bosse cet été dans l'hôtel-restaurant à tel endroit. Et tout ce que font les patrons, c'est le contraire de ce que vous nous montrez en cours et le contraire de ce que je lis dans le livre d'Isaac Getz. » Je dis « Contacte-le. » Et le jeune a contacté Isaac Getz et a raconté ses histoires. Ce jeune a fait un tuto en disant « Mais moi, je suis chef d'équipe. » Il était chef d'équipe pour créer des posters de révision. Ce que fait Laura, elle a une humilité elle se mettra jamais en avant, Laura, mais elle prend des personnes, ils font des tutos, ils font des devoirs, ils s'aident, de toute façon, justement, Guillaume, est-ce que tu pourrais nous expliquer la méthode de classe inversée que tu utilises pour Alexandra qui nous suit, donc expliquer comment ça fonctionne en fait en classe? Ça fonctionne que les jeunes sont censés travailler le cours à la maison. Donc, il y a des passagers clandestins qui ne le travaillent pas au début, qui le travaillera. Il y en a peut-être qui vont le travailler jamais. Ce n'est pas l'objectif, mais en général, l'ultra-majorité, voire tout le monde, à un moment arrive vers Toussaint où de toute façon, je donne le signal, c'est la discipline positive, ça. Je donne le signal que je ne reviens pas en arrière. Sachant que ce n'est pas vrai, vu qu'on va tellement vite en cours, on a des mois d'avance dans les programmes. Donc, on a des gros moments de révision. Mais je donne le signal que je ne m'arrête pas. C'est-à-dire le jeune qui dit « Oh, j'ai pas réussi à me connecter, j'ai eu un problème de Wi-Fi chez moi. » Ben ouais, je t'attends pas. Demande aux autres comment ils ont fait. Sachant qu'on s'est déjà connecté et on a des outils. Donc, il y a des outils où j'ai des tutos en ligne qui sont customisés. Et dedans, il y a des questions qui apparaissent dans les tutos pour que les jeunes valident leurs réponses. Donc, moi, en démarrant le cours, je sais comment ils ont mal répondu ou bien répondu. Donc, ça peut m'aider pour comment je peux influencer les personnes. Ils font des exercices en cours en s'aidant. Donc, il y en a qui travaillent par équipe de 1, par équipe de 2. Je n'ai pas d'idée. Hein. Il y en a qui travaillent par paquet de 6. Il y en a qui prennent des tableaux. Il y en a qui prennent des paperboards. Il y en a qui font des cartes mentales. Chez nous, on n'est pas un lycée où on a beaucoup d'argent. Les salles sont pourries. Et en fait, on a des paperboards qui sont scotchés sur les vitres. Bon, en fin d'année, ça arrive à être mis sur des beaux Bristol. Il peut y avoir des choses moyennement faites au tableau. Moi, je sais que c'est pas top, mais je ne vais pas dire « Ah, ça c'est caca. Oh, là, il y a une erreur dans votre méthodologie, je vous sèche. » J'attends et je sais que dans peut-être 4 chapitres, on corrigera ça. Mais si c'est leur chemin. Et ils ont leur production. Et donc, en fait, la classe inversée, c'est que je donne tout. Je donne tout, moi. Vu que je suis moins fort que Google, hein. Donc, je donne tout. Ils ont leur cours, ils ont les tutos, ils ont la méthodologie, et c'est les jeunes qui vont s'aider. Donc, et en fin de cours, éventuellement, des fois, j'interviens sur un cours de 4 heures. Je dois intervenir, quand tout va bien, j'interviens 3 quarts d'heure sur la fin, où je prends la main.
Ou quand tout va pas bien, des fois, j'interviens moins. Et c'est des jeunes qui peuvent prendre le lead. Et la fin du cours donne toujours lieu à une évaluation. Et donc, en général, le premier cours, l'évaluation est réduite à portion congrue parce qu'ils ont cru qu'ils allaient faire comme avec les autres profs. On va attendre, on va redémarrer le cours d'après, etc. Moi, la fin du cours, il y a l'évaluation. Donc, dès le deuxième cours, ils ont compris qu'ils ont intérêt à accélérer, travailler plus vite pour avoir plus de temps pour faire l'évaluation. Et dès le premier cours, les plus rapides, ou dès le deuxième cours, les jeunes les meilleurs ont du temps. Et puis, il y en a un qui pose malheureusement la question et il dit, est-ce que je peux refaire l'évaluation? Et c'est toujours pareil. Bah oui, pourquoi tu me poses la question? Parce qu'en fait, avant de démarrer les cours, je dois être le prof qui doit les démarrer le plus tard dans l'année. Parce qu'en fait, pendant 1 semaine, 2 semaines, je parle de la méthode et de ce que je ne vais pas faire. Que je vais travailler en groupe, qu'on va utiliser des posters. Et toi, Romain, quand tu es venu, en fait, le début de mes cours, c'est comment les jeunes ils sont obligés de travailler ensemble. C'est ça mes cours. Et donc, pour démarrer, je leur plante le décor en les mettant en situation de travailler ensemble. Selon les années, les jeunes, ils peuvent mais selon les classes, ils peuvent me fabriquer des ponts. Je dis, les gars, vous avez 15 minutes pour fabriquer un pont, telle consigne, etc. Et après, on va noter, évaluer les ponts. Et s'ils évaluent les ponts qui est le meilleur, ils sont déjà mis dans la main d'évaluer. Et donc, ils pourront corriger les copies le jour où je leur dirai, vous corrigez les copies. Parce qu'ils me corrigent les copies. Alors, je leur fais croire que je ne corrige pas les copies. Et quand elles sont corrigées, les copies, elles sont toujours vierges et immaculées. Ils ne savent jamais leurs notes. Parce que le premier jour où j'ai été prof, j'ai rendu des copies. J'ai rendu des copies aux deux élèves. Ceux qui avaient une bonne note, ils sont contents. Donc, ils glandent. Ceux qui ne sont pas contents, ils chiffonnent la feuille parce que je suis méchant, ils la jettent. Ceux qui ne sont pas contents, monsieur, vous êtes trompé d'un quart de point, ok, et puis ils te font un pugilat devant 35 élèves. Ok, tu t'es trompé d'un quart de point, tu as le droit de raconter. Donc, en fait, moi, ça m'a mis vachement dans l'embarras. Et puis, faire une correction, je me suis dit, mais à quoi je suis payé? Mais le premier cours, le jour où j'étais stagiaire, c'est-à-dire avant tout ça, je me suis dit, mais plus jamais je vais me mettre au tableau à faire une correction. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, il n'y a que le prof qui bosse, voire 1 ou 2 jeunes sur 30. Le bon, il attend. Celui qui boude, il boude. Celui qui n'est pas content, il montre son mécontentement. En fait, elle sert à quoi cette correction? Et en fait, à l'école, on a fait depuis quasiment tout le temps, on fait des corrections qui ne servent à pas grand-chose. Donc la méthode, en fait, c'est pour Alexandra, je dis que je ne sais pas. En fait, c'est comment faire. Hein. Derrière ça, il y a des livres de discipline positive, c'est faire et pas tomber dans les injonctions paradoxales. C'est comme l'enfant, on lui dit d'être propre et on lui laisse la couche. C'est un peu pareil le jeune. On lui dit je t'aide, mais je te fais confiance, mais tu n'as pas le droit de refaire tes devoirs. Mais moi, ils ont un jeune qui fait son devoir, qui a 7 à son devoir, s'il fait un super corrigé, puis qu'il a compris, qu'il m'a fait un peu de méthode dedans, il aura peut-être 14. Et donc, pour en revenir, dès le deuxième cours, ils ont des évaluations en fin de cours qui se notent automatiquement sur des outils. Et il y a toujours un jeune qui dit « Ouais, mais si je refais, vous faites quoi ?» Je dis « D'après toi, alors le jeune, il n'est pas trop… il ne me connaît pas encore, on n'a jamais trop… vous allez faire la moyenne. » Je dis « Bravo. » Et je pense que je l'ai dit avec Laura ou d'autres. Bravo, la moyenne, on va faire la même chose pour passer le permis. Tu vas rater le permis une fois, tu vas le rater une deuxième fois. Troisième coup, tu as le permis, sauf qu'on va te faire une moyenne. Ah ben non. Et donc, la moyenne, ça empêche de faire des compétences. Le mec qui a le permis, il a que t'es réussi, il a eu une compétence, il a le permis. On ne lui tire pas comme un boulet derrière à propos, tu l'as raté 2 fois. Donc, cet exemple, Laura elle pourra intervenir là-dessus. Il me semble que je le dis, mais quasiment chaque année, c'est cette anecdote. Bon, peut-être que je ne le dis plus, mais c'est derrière ça l'histoire de la moyenne. C'est-à-dire que les jeunes, on leur a raconté des infos sur la moyenne. Et moi, il y a tellement de notes dans le trimestre, en fait, il y a 2 à 3 notes par cours. C'est-à-dire qu'on arrive en fin de trimestre, le jeune peut faire l'examen blanc, il peut le rater. Il y a des jeunes, ils font les examens blancs, ils ne les révisent pas, juste pour voir comment ils sont bons ou pas bons pour le jour de l'examen. Et j'ai des jeunes, moi ça m'est arrivé, un jeune, un mec excellent qui a un examen blanc 3 mois avant le bac, il a 10. Mais on n'est pas dans le jugement. Et quand je lui rends, je dis alors, comment t'as fait pour réviser? Monsieur, je n'ai pas révisé, je voulais voir comment ça faisait. Je dis, t'as 10 avec la méthode. Ouais. Et donc, pour animer tout ce que tu dis, Guillaume, Laura, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de la pédagogie de M. Laravoir? Et ce que tu en retires aujourd'hui? Alors,
Alors, moi, franchement, je trouve que c'est la clé de la réussite, honnêtement, parce que on prend confiance en nous, déjà de un. De deux, on va tellement s'entraider que d'habitude, je trouve, quand c'est l'école normale, on ne s'entraide pas autant que ça. On va créer des groupes, des affinités, on va développer nos compétences et c'est vraiment des compétences concrètes qu'on utilisera en entreprise, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Savoir gérer notre temps, de faire par exemple tout ce qui est des paperboards, etc. Et c'est en fait, on prend plaisir à apprendre. Et ça, c'est important. Si on ne prend pas plaisir à faire les choses, on va moins retenir. Et là, c'est bien parce que, par exemple, quelqu'un qui va être fort plus dans quelque chose va pouvoir nous aider. Et nous, si on est plus fort dans quelque chose, on va l'aider. Donc, on va être complémentaires. Donc, on va davantage développer nos soft skills. Et aussi, je trouve que c'est bien parce que avant chaque cours, par exemple, on doit regarder des vidéos. Et c'est bien parce qu'on a un cours pour s'appuyer en plus des vidéos. Donc, si on ne comprend pas quelque chose, et ben, au moins les vidéos, ça nous explique davantage aussi. Donc franchement, je trouve que ça serait important que plein de profs fassent ça parce que ça, on prend confiance en nous. On se dit, on peut réussir, on s'entraide et c'est vraiment la clé de la réussite, concrètement. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais quoi, Laura? Là, j'étudie un BTS GPME et je fais sa méthode en fait, même dans les autres cours. Même si les profs, ils n'ont pas forcément la même méthode, et ben, je fais pareil, quoi. Et ça me motive vraiment beaucoup. Ok. Merci pour ton témoignage. Je ne sais pas si Guillaume veut rajouter quelque chose par rapport à la pédagogie. C'est énorme ce qu'elle dit. Elle a fait un lapsus, mais elle a dit c'est par rapport à l'école normale. Parce qu'en fait, il y a encore cet ancrage. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est la manière dont elle parle. Elle a les yeux qui brillent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle va payer ma retraite. Tous les jeunes qui développent leurs compétences vont payer la retraite des personnes comme moi. Alors, Florian, il partira à la retraite un peu après moi. Toi, Romain, tu n'auras pas de retraite comme les autres jeunes, c'est un peu pas dire. Et c'est ça qui m'intéresse. Et elle parle de plaisir. Et il y a un mot, c'est responsabiliser. Les jeunes, ils ont le droit de pas trop travailler, ils ont le droit de pas être. On a terminé l'année, je ne le faisais pas trop, ils ont fait des mots croisés. Ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait. Depuis cette année, on a refait et ils se sont pris le jeu à faire des mots croisés, mais comme des champions. C'est-à-dire que tu reprends ton cours, tu reprends tous tes chapitres, tu mets une question, tu fabriques ton mot croisé. Alors, il y a des outils pour le faire, hein, c'est hyper ergonomique. Mais donc, tu vois des jeunes par paquet de 2 ou 3, ils prennent leur manuel, ils s'engueulent sur les définitions. Et puis après, moi, je le fais, le mot croisé, je regarde, je vois si je suis d'accord ou pas. Et moi, puis s'il y a des choses qui me dérangent, mais globalement, je ne dis pas grand-chose, c'est les personnes qui le font entre eux. Et qu'après que ce soit imparfait, la fin de l'histoire, que les choses soient imparfaites, ça ne me dérange pas. On tolère ce qui est. On va vers l'excellence en tolérant les choses perfectibles. Pour compléter, Laura, elle a fait un examen blanc avec un sujet d'examen l'année dernière. Il y a 3 jeunes qui sont vraiment au-dessus du lot. Et donc, je prends les copies, mais vu qu'elles sont vierges et immaculées, je les donne en tant que nourriture pour les étudiants. Et là, j'ai des étudiants en apprenti qui ont fait les examens blancs. Et donc, j'ai 3 aliments, j'ai 3 super copies d'examen blancs. Et ben, je vais prendre ces 3 copies, plus les copies que je suis en train de corriger. Et quand je vais voir les jeunes, ils vont corriger leurs copies comme d'habitude. Je vais les mettre par paquet de je ne sais pas combien, comme ils voudront. Et je vais leur dire maintenant, vous prenez des ciseaux, vous prenez du papier, des feuilles blanches et de la colle, et vous créez la copie chef-d'œuvre. Et je me rappelle de la copie Laura, elle a des moments dans sa copie, elle est merveilleuse, et elle se loupe sur peut-être 2 questions. Et que les jeunes soient capables de découper. Et en faisant ça, les élèves que je vais avoir sous la main, peut-être qu'il y a des élèves qui se sentent moyens, mais ils vont peut-être mettre leur petit, je pense à une fille qui est très scolaire, qui sort de bac pro et qui n'est pas encore capable d'analyser, mais qui s'est mise à apprendre les cours. Donc c'est la première étape, si tu apprends, donc elle n'argumente pas. Et ben cette fille-là, elle pourra. Je m'imagine la voir, c'est sans doute la plus en difficulté, mais elle bosse. Donc elle va réussir l'année prochaine. Et donc je m'imagine découper, elle, sa copie, qui n'est pas là, sans doute parmi les pas bonnes, mais c'est pas bonne pour le moment. Mais elle va pouvoir avoir la fierté de mettre ses définitions. C'est elle qui a fait les plus belles définitions. Elle a souligné ses copies, elle a fait du beau. Et bien cette fille-là en difficulté, vu que on va discuter dans les commentaires, je vais lui redire qu'elle ne sait toujours pas analyser et pas argumenter. Mais bon, on va pas lui dire je l'aide pas. Mais là, elle va coller et on va découper. Et ceux qui sont bons en argumentation, même s'ils ont des pattes de mouche, ils vont découper leurs choses et on va faire un chef-d'œuvre.
Et quand je dis que je ne sais pas comment ça marche, c'est que c'est en corrigeant les copies, j'avais sous la main. En fait, tout ce que me produisent les jeunes, pour moi, c'est des aliments, c'est des ressources. Et je garde, et je jette. Tu voulais réagir, Thomas? Oui, j'ai une question. Je ne sais pas si Guillaume me l'a dit, mais je voulais savoir, c'est un prof de quelle matière? Je n'ai pas très bien compris. De rien. De rien. Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. C'est pourquoi c'est ta question, je comprends pas. Parce qu'en fait, j'essaie de visualiser dans ma tête et j'arrive pas à voir en fait exactement la matière. J'hésite un peu. J'aimerais bien savoir. Ça me perturbe un peu. Ah, j'hésite. J'aurais dit économie, mais je suis pas sûr. Ouais, je suis prof d'économie. Économie ou histoire? Éco-gestion. C'est ça? Okay. Et donc, dedans, il y a l'éco, droit et du management. Et toi, tu me parlais de gestion de projet tout à l'heure. Je suis à l'université, je donne des cours de gestion de projet. Où là, c'est la totale. Les jeunes, je les mets, je fais pas de cours du tout. Donc, je leur donne le cours à la maison. Donc, il y en a qui coincent, qui comprennent pas. Ils ont été à l'université, ils sont invités au cours en amphi, à pouvoir regarder des matchs de foot pendant qu'il y a un cours. Et donc, au bout de 4 heures de cours, on a fait les évaluations où c'est un peu, ils se prennent la pilule, ils se disent mince, c'est un peu imbuvable ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis maintenant, vous allez faire des projets. Toi, son projet, c'est quoi? Et là, je vous donne un exemple. Il y a un groupe, ils ont un projet avec un tournoi de rugby qu'ils font la semaine prochaine, avec des touch rugby où tu dois toucher à deux mains pour pas plaquer. Et ils organisent un vrai tournoi. Il y en a, ils ont fait un pseudo produit marketing dans ils ont récupéré leur cours de marketing et ils sont allés piquer des infos au Canada. Ils sont mis dans la tête d'un chef de projet, ils ont créé des choses. Il y en a, ils ont essayé de travailler sur l'addiction, sur les problèmes du télétravail. Ils ont essayé de produire des choses pour le compte de l'université. Moi, je ne porte pas de jugement, mais dès qu'ils produisent, on a des ressources. Ils font des tutos, Et donc, je suis prof de rien, en fait. Non, mais si j'avais su, j'aurais été instituteur. Je fais exprès de dire instituteur ou professeur des écoles, parce qu'en fait, le mec, il fait toutes les matières et il fait 12 cours en même temps. Tu vois? Alors, en tout cas, là, on a essayé d'évoquer, en fait, comment développer les compétences, les capacités et puis la confiance des jeunes, mais notamment sur le plan scolaire. Florian, si on s'intéresse aux expériences personnelles ou extra-professionnelles, en quoi elles peuvent également jouer justement sur les notions de compétences et de confiance en soi, à ton avis? Là, ce qu'explique Guillaume, c'est vraiment avec révéler les talents des personnes. Nous, on est juste là pour les accompagner, pour qu'ils se révèlent et qu'ils révèlent leurs compétences, des choses qu'ils ont même au fond d'eux déjà développées, que ce soit au club de sport, avec leurs frères, avec leurs sœurs plus jeunes, en vacances, etc. Ils ont développé des talents, des compétences qu'ils essayent de cacher, qui pensent que ce n'est pas forcément le lieu, l'école, pour les développer, le montrer. L'exemple que j'utilise tout le temps, c'est la persévérance et la persévérance scolaire qui est recherchée beaucoup pour passer au-dessus d'un échec. Et quand je demande aux jeunes sur leur dernier jeu vidéo, est-ce qu'ils ont réussi du premier coup? Non, en fait, ils n'ont pas réussi du premier coup leur niveau. Ils ont refait 20 fois, 10 fois pour passer le niveau et pour ensuite enchaîner pour aller jusqu'au bout du jeu. Donc, cette persévérance, ils l'ont bien ailleurs dans d'autres domaines. Le tout, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience que ces compétences, elles peuvent être utiles dans un cadre scolaire. Si on prend le fait de faire un gâteau, si on oublie le sucre dans son gâteau, en fait, c'est le gâteau va pas être bon, mais c'est juste qu'on n'a pas respecté les consignes de la recette. Et si on fait un exercice de maths, en fait, si on loupe une des étapes ou un des ingrédients, on va pas avoir un résultat satisfaisant non plus. Donc, c'est vraiment cette idée-là que nous, on essaye d'aller chercher. C'est de la métacognition, c'est le pas de côté, c'est essayer de leur montrer que ce qu'ils font à côté,
c'est des choses qui peuvent leur être utiles dans plein de domaines et que c'est pas à cantonné dans un espace. C'est pas que à la maison, que au club de sport, que à l'école, que j'ai des compétences, mais que ces compétences, elles sont transférables, transposables dans plusieurs univers. Mais ça, c'est pour le moment en silo, pas mal, chacun dans son tube. Et que là, nous, on est là pour justement leur permettre de voir quand ils sont en face d'une difficulté qu'ils sont capables de faire bien plus qu'ils n'espèrent. Et toi, Guillaume, est-ce que tu as déjà eu affaire à des jeunes qui n'étaient pas scolaires à la base, mais qui avaient énormément de compétences psychosociales dues justement à une pratique culturelle, sportive, des expériences personnelles, etc. Ah, on t'entend pas, Guillaume. T'as ton micro qui est coupé, Guillaume. Toujours coupé. Ok. Ah, c'est bon. Donc Laura, elle savait que je parlais d'elle. Non, mais je pense, Laura, au fond d'elle, elle est toute verte et c'est une écolo en puissance, elle protège la planète. Et ça, elle s'en est toujours servie pour créer un décalage dans la classe. L'année avant le confinement, on a eu le major de l'académie dans notre lycée. Et ce jeune-là, il avait 2 ans de retard. Il était arrivé dans notre lycée en seconde. Il a un peu le look de Thomas avec les cheveux en arrière. Un garçon sympa, mais il était arrivé cassé par le collège. Et on lui avait dit que c'était une buse. Et ce gars-là, je l'ai eu en cours, le même type de regard que Laura, que j'ai eu en cours en seconde. Et puis en terminale, le gars, il est major de l'académie. Et puis là, il fait un bachelor dans une école. Il est major de sa promo. Et le gars, il joue au foot, en fait. Il joue au foot dans son bled. Et quand il a passé son bac, évidemment, dans Parcoursup, avant, c'était pas Parcoursup, c'est l'autre, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai perdu le nom, mais ça ressemble. APB. Ouais, c'était déjà Parcoursup ou APB. Et donc, il était pris à Dauphine. Il était en liste d'attente, il était dans le premier jet, puis il devait être, je sais pas, 7-8e. Et là, il vient me voir, monsieur Laravoir, je fais quoi? Je dis, de quoi tu me parles? Alors, j'ai vu avec madame machin, et tel prof, que Laura connaît. Ils m'ont dit d'aller à Dauphine. Mes parents, ils trouvent que c'est super que j'aille à Dauphine. Et je dis, toi, c'est quoi qui t'intéresse? Je vais être menuisier et puis jouer au foot dans mon club. Et je dis donc, cher à quoi? Non, mais j'ai compris, monsieur. Et donc, il fait son école qui s'appelle l'INSEC à Chambéry et il continue à vivre dans ces montagnes, à faire du foot et bien dans ses baskets. Et fin de l'histoire, le gars, il n'était pas fait pour aller à Paris, il souffrait à Paris. Donc, pourquoi y aller? Je pense à ça. Et donc, c'est hyper lié avec ce que dit Florian. Si on peut utiliser dans la classe de Laura, il y a 2 filles qui sont dans son groupe. En fait, tu as des jeunes qui tirent le groupe, qui sont profs à la place du prof, mais ils ont pris le lead. Et donc, Laura, elle le fait de manière calme. Elle le fait de manière calme. Et il y en a 2, c'est des petites boules de nerfs. Tu vois qui c'est? Des petites boules de nerfs. Et elles ont une autre manière de faire. Et une des 2 boules de nerfs est d'origine d'un pays du soleil qui est le Portugal. Elle écrit vachement en phonétique. À la limite, on s'en fout qu'elle écrit en phonétique. Mais c'est des filles qui sont super bonnes à l'oral, qui viennent chercher les personnes, c'est ce qu'a dit un peu Thomas, c'est d'une forme de leadership. Mais pour moi, quelqu'un qui fait du bruit ou pas du bruit, je ne porte pas le jugement si c'est mieux ou pas. Donc, c'est des filles qui aiment bien prendre la parole. Donc ça me va. Après, il y a des jeunes qui font, je suis étonné, il y a pas mal de jeunes qui font des très bons élèves qui sont partis dans l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, Dieu sait qu'ils savent pas, ils savent que les 35 heures n'existent pas dans l'hôtellerie. Et je suis allé emmener ma mère là, au restaurant pour ses 81 ans vendredi dernier, et j'ai croisé un ancien élève qui s'appelle Tom Bucciaso. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Laura? Non? Si? Et donc, il était dans l'hôtel avec son masque, et j'ai vu quelqu'un il y avait un voiturier, et il me dit bonjour, mais comme c'était mon pote, et en fait, c'est dans ses yeux, vu qu'il y avait le masque, et puis, oh, monsieur Laravoir, bonjour, etc. Fin de l'histoire, je lui donne un pourboire, mais il était déjà parti.
il a pris LinkedIn, il m'a envoyé un message sur LinkedIn pour dire « Monsieur Laravoir, je vous remercie beaucoup, je lui ai donné 10 balles. » Donc, jusqu'à la fin de l'histoire, il y a des jeunes, il y a un truc qui s'est mis en place. Et je me rappelle ce jeune, quand il était en cours, qui faisait péter des cours, je lui ai contacté sa maman. Elle m'avait dit donnez-moi le téléphone, je lui règle son problème. S'il est coutumier du fait, dites-le moi. Et donc, quand j'étais en cours, j'envoyais des SMS bonjour madame, Tom n'est pas là. Le soir, il rentrait, pim, sa maman réglait. Il faisait le canard après en cours et je lui expliquais, mais pas devant tout le monde. Je lui ai dit ta maman m'a donné ça comme mission, donc on ne te lâchera pas avec ta mère. Je suis pas ton père, mais je t'aime autant que ton père. Sauf que moi, l'avantage, c'est que je suis pas à la maison, donc je peux y aller un peu plus. Donc, que le jeune, en fait, c'est le beau mot qu'a dit Florent, c'est accompagner. Hein. J'ai noté accompagner, persévérance en dehors de l'école. Et que m'a dit Florent, il y a un truc que j'ai loupé cette année et je voulais le faire, mais il y a eu le confinement. Dans notre école, il y a de la restauration, on fait CAP cuisine. Donc, on a resto pédagogique. Pendant le confinement, on devait être le seul restaurant ouvert d'Annecy. Donc, il y a des profs qui, alors moi et Laura, on est un peu Covid anxiogène, donc on n'est jamais allé là-dedans. Mais il y a des profs qui, toute l'année, sont allés au resto. Et ben moi, en début d'année, j'y ai pensé. J'avais contacté les 2 profs qui gèrent ça, mais d'emmener des bouts de classe là-dedans. Pour faire ce que dit Florian, on a le restaurant à côté. C'est-à-dire, ils font de la merde, on bouffe la merde, à la limite. Mais c'est pas grave. On n'aura pas mis les ingrédients, on pourra en discuter derrière. Et puis, on pourra faire un cours sur la gestion avec, tiens, ça a coûté combien de jeter ça? Tiens, de refaire 3 fois, imaginons. Ouais, c'est nous ce qu'on entend aussi avec ces savoirs vivants là, c'est du savoir expérientiel en fait. C'est vraiment par l'expérience et en responsabilisant les jeunes que du coup ils se créent leurs compétences, leurs expériences, leur savoir-faire, leur savoir-être et qui les rend autonomes au final. Et c'est pas l'idée de transmettre, c'est vraiment l'idée d'accompagner, d'être à côté, d'encourager, d'être exigeant aussi. C'est ce que disait Guillaume. L'excellence, ouais, c'est accessible et c'est accessible aussi pour les gamins du fin fond de la Haute-Savoie ou les gamins de Givors avec un environnement pas terrible. Mais ils peuvent rêver, ils peuvent ambitionner d'être excellents. Et bien souvent, nous, on sert, alors il y a Cyril qui dirait des piliers de résilience, on sert à ça, en fait, à ce qu'ils prennent appui sur nous pour repartir et qu'on puisse justement faire en sorte de les accompagner un petit bout de temps et qu'ils prennent confiance en eux. Donc, ouais, effectivement, la notion d'enseignant, elle évolue pour aller vers des formes différentes, comme tu le dis, Florian, d'accompagnateur, de facilitateur, de médiateur, etc. Pour terminer, j'avais une dernière question. Le lien qu'on peut faire entre confiance en soi et compétence, c'est la difficulté qu'on remarque souvent de cette génération ou des anciennes générations à se valoriser. On est souvent très dur avec soi-même. On a du mal à valoriser, voire à identifier ce qui fait le parcours. Je peux vous prendre l'anecdote que j'ai eue avec des jeunes en cours sur un module de projet professionnel et personnel où il fallait préparer les candidatures. Et donc, on travaillait sur les notions de compétences. Qu'est-ce que tu as fait dans ton parcours? Et du coup, ce que tu as fait dans ton parcours, qu'est-ce que tu en as retiré en termes de compétences? Et en fait, il y avait des jeunes qui avaient 20 ans et qui disaient, en fait, moi, j'ai pas d'expérience. Je sais pas faire grand-chose, j'ai pas d'expérience. Et donc, en fait, quand on creuse un petit peu, il y a des expériences extra-professionnelles qui ressortent, donc du sport, des activités culturelles, associatives, etc. Mais aussi des activités professionnelles comme bosser au McDo. Et le jeune, je lui dis, mais pourquoi tu mets pas le fait que t'aies bossé au McDo? Le McDo, c'est nul, tout le monde s'en fiche. Et donc, en fait, c'est cette question de valoriser, de ne pas en fait sous-estimer ou négliger les expériences que peuvent avoir les jeunes dans leur parcours. Puisqu'en fait, un jeune qui bosse au McDo, en fait, il fait preuve de relationnel, il sait gérer son stress, il travaille en équipe, enfin voilà, tout un tas de choses qui sont hyper importantes en entreprise. Du coup, la dernière question, je devais la poser à Florian et Guillaume, mais en fait, j'ai envie de la poser à Laura et Thomas finalement, sur la question de l'identification et de la valorisation. Comment aujourd'hui, vous avez fait pour identifier qu'en fait, vous êtes plein de ressources et plein de compétences, et comment vous les valorisez en fait, je sais pas, sur LinkedIn, sur vos CV ou même en entretien? Qui se sent peut répondre à cette question en premier? Vas-y Thomas, si tu veux. Alors,
Alors, du coup, je suis pas sûr d'avoir bien compris et de bien répondre, mais bon. Donc, bah, avec Parenthèse YouTube, déjà, ça m'a bien aidé de reprendre un peu tout ce que j'ai pu faire. Donc, un peu, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça m'a apporté en fait? Parce qu'on se prend pas trop personnellement, je pense. Moi, quand je fais une expérience, quand je fais un truc, en fait, je le fais souvent pour, si c'est extra professionnel, sans je fais parce que j'aime ça en fait. Et du coup, je vais pas prendre le recul derrière pour me dire ah ouais, mais en fait, ça c'est vrai, ça m'a apporté de la patience, ça m'a apporté ça. Par exemple, il y a un truc que j'ai mis très récemment sur mon CV, c'est et c'est Romain, je crois, qui m'a dit de le mettre. Quelque chose comme ça. Je faisais des animations avec des trisomiques. J'animais des après-midi jeux de société avec des trisomiques, tout ça, des lotos, tout ça. En fait, je le faisais un peu parce que je kiffais ça, c'était trop bien en fait. Et je me suis jamais pris le recul en me disant bah ouais, du coup, c'est beaucoup de patience, c'est très difficile, il y a l'organisation, il y a des choses comme ça. Et donc, je l'ai jamais dit parce que pour moi, en fait, c'est quelque chose que, bah voilà, je l'ai fait, je suis content de le faire. Et personnellement, j'ai même pour je parle que de ça, mais il y a tellement d'autres choses où, voilà. Et puis aussi, moi, ça m'arrive beaucoup moins. Ou des choses où, ouais, comme le McDo, je comprends, où des gens, bah, vont me dire, ah, c'est de la merde, ça sert à rien de le mettre non plus. Euh, j'ai pas trop d'exemples dans ma tête là pour le moment, mais je parle surtout des trucs, moi, personnellement, où en fait, je le fais vraiment pour le kiff, vraiment parce que j'aime ça. Bah, je vais pas y penser du tout à le valoriser parce que pour moi, c'est pas quelque chose que c'est pas professionnel. Et du coup, je vais pas le voir comme quelque chose, bah voilà, c'est des soft skills que j'ai pu développer ou des choses comme ça parce que j'ai pas fourni un peu d'effort, on va dire, entre guillemets, parce qu'on a un peu cet exemple-là. Pour développer une compétence, faut fournir de l'effort. Et du coup, bah, moi, personnellement, grâce à Parenthèse en tout cas, j'ai réussi à un peu savoir les compétences que j'ai pu développer et lesquelles j'ai développées au suite de toutes mes expériences. Et maintenant que tu les as identifiés, est-ce que tu arrives à les valoriser maintenant et à en parler? Beaucoup mieux. Oui, beaucoup Ah, mieux. Par ouais. exemple, quand je suis en entretien et que je vois, bah, par exemple, une mission qui demande de la patience ou quelque chose comme ça, bah, je vais parler de ces expériences-là pour faire référence, dire, bah, je suis quand même patient, par exemple, parce que j'ai fait ça ou j'ai fait ci. Ou si par exemple, je suis quelqu'un de rigoureux, parce que j'ai fait cette expérience-là. Et je vais plus facilement donner des exemples, je le fais de plus en plus, des exemples non professionnels. Car je trouve ça encore plus intéressant. Je sais pas si la connexion est bonne. Ouais, ça Non, coupe un petit peu, mais on a compris. la connexion est bonne. Ça m'a coupé puis ça m'a remis. Je sais pas si on m'entend toujours. Ouais, c'est un petit peu en latence, Ok. mais du coup, on va donner la parole à Laura. Merci Thomas. Super. Bah, je pense que enfin, chaque métier qu'on fait, ça nous valorise, mais on ne le met pas en avant parce que bah, peut-être qu'on se dit bah, c'est des choses en fait qui sont simples, mais au final, en fait, c'est des choses complexes et on développe tellement de compétences. Mais après, c'est vrai que aussi, il y a beaucoup de jeunes qui ne se valorisent pas forcément parce que sur un CV, des fois, en fait, c'est très. Faut mettre plein d'informations, mais enfin, dans le sens, comment je pourrais expliquer? Euh, Dans un CV, en fait, on ne peut pas forcément tout mettre. Donc, il faut savoir, en fait, choisir, par exemple, les bonnes expériences. Donc, quand on ne va pas mettre les autres expériences, par exemple, bah, peut-être qu'on se dit, on ne va pas se valoriser assez, alors qu'au final, en fait, ça a toujours été une expérience et on a développé des compétences qui sont différentes. Je ne sais pas trop si j'ai répondu à la question, mais voilà. Si, très bien. Ouais, à un moment donné, c'est un luxe de devoir faire un choix parmi ces expériences. Voilà. Mm. Mais comme le dit Thomas, en fait, une expérience professionnelle peut par moment avoir autant de valeur qu'une expérience extra-professionnelle. Et pour l'expérience de Thomas, ça montre aussi qu'il est engagé dans certaines causes. Ok. Bien sûr. Bah, en tout cas, c'était super chouette Désolé. de vous entendre et d'échanger ensemble. Il n'y a que Alexandra qui est la dernière participante. Donc, je ne sais pas si Alexandra, vous avez des questions à nous poser et si vous avez apprécié l'échange qu'il y a eu entre les intervenants. Oui, alors merci à tous là pour vos interventions. J'adhère à 3000 tous vos témoignages. Je félicite les jeunes pour leur maturité et leur progression. Parce que je suis maman, voilà. Je suis prof d'éco-gestion. Donc, Guillaume, je pense qu'on a des points communs. Je suis convaincue par le projet de Romain. Donc, bravo de mettre ça en place sur Lyon. Et bravo aussi à Florian pour votre intervention dans le domaine associatif. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la qualité de vos témoignages et puis le pas de côté que vous faites chacun à votre niveau. Je pense que c'est ça qui fait grandir et qui donne du sens à la vie. Voilà, donc bravo et merci. J'aimerais bien garder contact avec vous tous. C'est pour ça que je me suis inscrite sur toutes les conférences de l'école Parenthèse utile. Et
voilà, je reviendrai vers vous, Romain, pour la suite. Mais Guillaume, ça m'intéresse aussi de venir voir parce que j'ai suivi des cours de pédagogie active, des outils, etc. Mais il n'y a rien de tel que de vivre l'expérience. Ah oui, il faut y aller. Il faut y aller, c'est exceptionnel. Ok, et ben avec plaisir pour échanger, puis vous mettre en contact avec Guillaume, Alexandra, s'il est ok pour encore inviter des personnes dans son cours. Et Guillaume, on t'entend toujours pas. Et je vois que tu montes ton LinkedIn, je crois. Voilà, super, merci. Non, mais Alexandra a compris, je viens de lui envoyer une invitation sur LinkedIn et à Florian aussi. Okay. Super. Et Laura aussi, vous pouvez la suivre. Ah oui, Laura, elle est fine. Je sais pas, tu as au moins 1000 personnes en amis sur LinkedIn déjà? Non? Oui, il y a moyen, oui. Je ne sais pas trop. Oui. Et donc, elle charbonne. Et je pense, pour terminer, là, Thomas, le LinkedIn ne sert à rien sauf le jour où tu en auras besoin. Donc, si tu ne réseautes pas, que tu n'as pas de compétences, tu ne publies pas. Et en cours, Laura, elle ne fait pas de bruit, mais elle publie des choses sur des sujets. Elle publie des choses sur Isaget. Si Isaget lui répond, la fille, elle a pété un câble. Elle contacte un gourou du management, c'est comme ça, parce qu'elle n'a pas, parce qu'elle a pas peur. Parce que et pour le mot de la fin, le mot, il n'est pas sorti de la bouche, mais vous l'avez presque dit, Alexandra. Il y a un peu d'amour dans ce qu'on fait. Oui. C'est au-delà du partage. Et moi, Laura et une autre fille qui lui ressemble beaucoup en cours, elles ont été émues quand on s'est vu avant qu'elles partent en stage, elles étaient émues en cours et émues au nom de la classe. Et Laura et l'autre fille ont parlé d'amour. Elles m'ont dit, mais on a envie de... Et c'est dans les valeurs en plus dans notre école, mais qu'on ne se trompe pas sur ce que je dis là, mais c'est que en fait, on est des éducateurs. Elle a parlé de plaisir, on parle de confiance. Et moi, je suis épaté par le chemin qu'elle a fait, parce que je l'ai vu quand elle était un bébé requin en sortant du collège en seconde. Thomas, je vois comme il est épanoui, parce qu'il est passé entre les mains de Romain. Et en fait, lui, il parle de kiff. C'est bon, on parle de la même langue. Donc les jeunes, faites-vous plaisir et payez-nous la retraite. Non, mais sérieux. Tu as valorisé le parcours de Laura. Moi, j'ai envie, par rapport à mes sensibilités sur le handicap, à mettre le doigt sur le fait que le parcours de Thomas est aussi exceptionnel dans la mesure où il a certains troubles 10 qui l'ont handicapé précédemment. Et on le sait, l'éducation nationale accueille pas forcément ce type de public, voire casse ce type de public. Et donc, ça fait le lien avec les profils d'apprentissage que toi, les différents profils d'apprentissage que toi, Guillaume, tu essayes d'accepter dans tes classes en se disant qu'il y en a qui apprécient l'écrit, il y en a qui apprécient la vidéo, il y en a qui apprécient les cartes mentales. Enfin, on a tous des manières d'apprendre qui sont différentes. Et qu'aujourd'hui, en ayant proposé des adaptations à Thomas, en fait, aujourd'hui, il se sent, je pense, compétent, bien entendu, avec des adaptations, mais je pense qu'il se sent beaucoup plus à l'aise aujourd'hui et beaucoup plus confiant pour aller vers la suite de son parcours. Mais en tout cas, voilà, ton parcours aujourd'hui, j'avais envie de souligner le fait que il est assez riche et félicitations à toi, en tout cas. Voilà. Ouais, ça se voit à son sourire et sa prise de parole certainement plus confiante aujourd'hui qu'hier. Voilà, merci à tous les 6. C'était en petit comité finalement, mais je pense qu'il y aura des gens que ça va intéresser pour revoir le replay de cette petite table ronde. Un grand merci à vous d'avoir passé cette heure et quart ensemble. Pour ceux que ça intéresse, donc semaine prochaine, il y aura la présentation de la formation Césure utile. Donc la formation qui démarre en septembre pour des lycéens qui savent pas forcément quoi faire en études supérieures et qui voudraient prendre un an pour maturer un projet, ou des étudiants qui souhaiteraient également prendre une année de césure. Donc, ce sera la dernière table ronde de cette série des mercredis utiles. En tout cas, je vous remercie grandement, d'avoir participé à cette table ronde et cette heure et quart ensemble qui était plutôt sympa. Et donc, au plaisir d'échanger, de se revoir une prochaine fois. Merci pour vos témoignages. Merci à vous. Merci les jeunes. Hein. Ouais. On compte sur vous. Ouais, merci les jeunes. Et les moins jeunes. Alors, je compte sur vous. Bonne soirée à tous les 5. À bientôt. Merci.